Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette table ronde qui est consacrée aux résultats de la deuxième édition de l'Observatoire de l'expatriation Banque Transatlantique, qui est réalisée en partenariat avec Opinionway et l'Union des Français de l'étranger. Je suis Virginie Leroux, directrice associée chez Rumeur Publique. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde depuis notre studio de la Plaine Saint-Denis. Je vous rappelle que vous pourrez poser toutes vos questions dans la partie chat de la conférence ou par mail à l'adresse thomas@rumeurspublic.fr. Nous y répondrons après la présentation des résultats et les éclairages de nos intervenants, que je vais vous présenter sans plus tarder. Alors, en visioconférence avec nous aujourd'hui, pour cause malheureusement de crise sanitaire, nous avons néanmoins le plaisir d'accueillir tout d'abord Frédéric Michaud, qui est directeur général adjoint d'Opinionway et qui a piloté cette étude. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Nous accueillons également Lucie Brunel, qui est en charge du recrutement et de la mobilité chez Mazars, un cabinet d'audit et de conseil qu'on ne présente plus. Bienvenue Lucie. Albin Porquet, président, directeur général d'Executive Relocation, qui gère la mobilité géographique nationale et internationale des salariés pour le compte d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Julia, qui est membre du comité exécutif en charge de l'international au sein de la Banque Transatlantique. Bonjour Vincent. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors Vincent Julia, vers lequel je me tourne immédiatement avec une première question. Pourquoi est-ce que la Banque Transatlantique a pris l'initiative de cet observatoire et quelle était votre ambition ? Alors, les expatriés sont un marqueur de l'identité de la Banque Transatlantique. Depuis très longtemps, nous avons un quart de nos clients qui résident à l'étranger, qui sont des Français résidant à l'étranger. Nous avons également un quart de nos collaborateurs qui sont des Français exerçant depuis nos 10 implantations à l'étranger, donc c'est très important. Et puis nous avons un mécénat de la banque qui est assez largement orienté vers le soutien des communautés françaises de l'étranger et vers le rayonnement de la France. Donc à travers cet observatoire qui est à sa deuxième édition, nous avons souhaité en fait nous mettre à l'écoute de ces expatriés pour entendre ce qu'ils nous disent de l'expatriation et puis aussi de la France, et ce, de manière très objective. Et un mot peut-être sur le contexte particulier qui a présidé à cette seconde édition, avec une année 2020 pas tout à fait comme les autres. Alors c'est clair que par rapport à la première édition, le contexte a été complètement chamboulé, bien sûr, par la pandémie de Covid, qui a touché quasiment toute la planète, donc tous les expatriés, et qui est venu apporter son lot de conséquences, aussi bien sur la vie familiale, la vie sociale, les déplacements, bien évidemment, et la vie professionnelle, sans parler, bien sûr, de la sécurité des personnes. Merci Vincent pour cette mise en perspective. Alors, je me tourne sans plus tarder vers le directeur général adjoint de l'Institut Opinionway, Frédéric Michaud. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer le dispositif exceptionnel de cette consultation internationale ? Oui, absolument, vous avez raison de le dire. C'est un dispositif exceptionnel. C'est une grande consultation auprès des expatriés français que nous avons réalisée en utilisant la base de données de l'Union des Français de l'étranger. 300 000 personnes ont été contactées et invitées à participer à cette consultation. Parmi ces 300 000 personnes, 9 739 ont participé à la consultation et parmi celles-ci, 7 841 ont validé leur réponse, qui fait un taux de retour de 2,6% des personnes contactées, ce qui est un excellent taux de retour. Alors attention, c'est une consultation, ce n'est pas un sondage, n'ont répondu que les personnes qui souhaitaient participer à cette consultation. Par conséquent, le profil des participants peut être différent de celui de l'ensemble des expatriés. Les résultats ne sont donc pas représentatifs, mais étant donné la masse de données recueillis et puis le grand nombre de participants, on peut considérer que ces résultats sont significatifs. Cet échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne il y a quelques semaines à peine, du 4 au 15 février 2021. Et puis dans cette enquête, comme dans toutes nos enquêtes, nous avons appliqué les procédures et les règles de notre norme de qualité. À côté de cet observatoire, qui est vraiment le cœur du dispositif, nous avons interrogé un échantillon plus classique des Français qui résident en métropole. Et là, c'est vraiment une méthodologie très traditionnelle qui a été utilisée, puisque nous avons interrogé un échantillon de 1007
personnes représentatifs des Français âgés de 18 ans et plus. Cet échantillon, lui, est représentatif. La représentativité a été constituée selon la méthode des quotas. Cet échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne à la même période, du 10 au 11 février 2021. Et cet échantillon nous permet de comparer d'un côté les réponses des expatriés que nous avons mesurées à travers l'Observatoire, à travers cette grande consultation, avec les réponses des Français qui résident en métropole. Voilà rapidement pour la méthodologie que nous avons utilisée pour la deuxième édition de cet observatoire. Merci Frédéric pour ce rappel qui permet de bien comprendre de qui on parle. Donc on parle bien de l'ensemble de la population française qui vit à l'étranger. Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères estime que ça concerne environ 2,5 millions de personnes, dont 1,6 million sont inscrits effectivement au registre des Français établis hors de France. Alors Vincent Julia, je vous propose que nous rentrions tout de suite dans le vif du sujet. Pourriez-vous nous présenter les principaux résultats de cette étude et peut-être, pour commencer, nous expliquer qui sont ces Français expatriés ? Tout à fait. Alors, je vais faire une précision sémantique. Effectivement, on va parler dans toute la suite d'expatriés, mais bien sûr, il s'agit d'interpréter cela dans un sens très large. Tous les Français vivant à l'étranger sont considérés par notre enquête. Donc nous avons interrogé des Français qui sont répartis sur tout le monde entier. 50% d'entre eux sont en Europe, 19% sont en Amérique du Nord, 14% en Asie et au Moyen-Orient. Ce sont des statistiques qui sont assez proches de celles des listes des registres consulaires. Une légère surreprésentation de l'Amérique du Nord et une légère sous-représentation peut-être de l'Afrique, mais c'est assez voisin. La plupart d'entre eux, 62%, sont actifs, avec là aussi une particularité peut-être par rapport à la population de la métropole, c'est une surreprésentation des indépendants au sens très large du terme. On met dedans les chefs d'entreprise, les indépendants, les professions libérales, les artisans, les commerçants. Voilà, c'est une population donc largement active et entreprenante. Et alors ces Français, comment est-ce qu'ils ont vécu cette crise ? Alors, on va dire que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils restent très satisfaits de leur expatriation, puisque la pandémie n'a pas tellement entamé leur enthousiasme vis-à-vis de celle-ci. 90% en effet se disent satisfaits de leur expatriation. C'est une légère baisse de 3% par rapport à la précédente consultation, mais ça reste un niveau très élevé. L'Amérique du Nord et l'Europe peut-être dépassent légèrement ces 90%. L'Afrique et l'Asie sont un peu en dessous. 84% recommanderaient l'expérience de l'expatriation à leur entourage. On note que les moins de 35 ans, à 92%, sont particulièrement positifs à ce sujet. Alors on les a interrogés pour savoir s'ils avaient attrapé le coronavirus ou pas. Un dixième d'entre eux, 10%, ont déclaré avoir contracté le coronavirus. C'est un petit peu plus en février que la proportion de Français ayant été officiellement atteints par le virus, mais on sait bien que tous les cas n'avaient peut-être pas été déclarés à ce moment-là. Le Maghreb et l'Europe se distinguent avec des taux légèrement supérieurs. L'Amérique du Nord et l'Asie sont à 6%, l'Océanie 1% seulement des Français disent avoir attrapé la maladie. Alors la crise a été quand même une expérience assez difficile à vivre pour la moitié d'entre eux, 48% exactement nous disent qu'elle a été assez difficile ou très difficile. On note que les femmes déclarent avoir vécu de manière plus difficile la crise sanitaire que les hommes, un écart de 12 points, 54 contre 42. Et c'est en Océanie qu'on trouve le moins de personnes ayant jugé la crise difficile à vivre, 31% seulement. Et alors pendant cette crise, quel rapport est-ce qu'ils ont entretenu avec la France ? Alors ils ont continué d'être extrêmement attachés au suivi des médias et de l'actualité française. Le média, principalement par le suivi des médias nationaux, à hauteur de 81%. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la fréquentation des médias a été en hausse relativement significative, de 3 à 6 points. On peut noter également une partie importante du suivi qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment chez les moins de 35 ans, à hauteur de 58%.
Alors, ils ont apprécié sur le plan personnel quand même passer plus de temps avec leur famille. 55% nous disent cela, notamment les 35-49 ans et ceux qui se déclarent parents. Ils ont apprécié également le ralentissement de leur rythme de vie, notamment les plus jeunes et les femmes. Alors ça, c'est plus pour un plan personnel, mais Oui. Sur le plan professionnel, sur le plan de leur activité professionnelle, comment est-ce que ça s'est passé pour eux? Alors, sur l'activité professionnelle, 7% d'entre eux ont perdu leur emploi et 23% ont perdu tout ou partie de leurs revenus. Ce sont des statistiques assez importantes. C'est en Amérique du Nord que le plus grand nombre de Français ont perdu leur emploi, 10%. Et c'est dans la catégorie des 50-64 ans et en Asie que le plus grand nombre d'entre eux déclarent avoir perdu tout ou partie de leurs revenus, jusqu'à 31% des 50-64 ans et 35% des expatriés en Asie, contre 20% en Europe et en Amérique du Nord. Alors, ils nous disent à hauteur de 40% qu'ils auraient aimé bénéficier des mêmes aides que les salariés et les entrepreneurs en France, sans doute en raison de la proportion relativement importante d'indépendants, comme on l'a vu. On note des disparités régionales assez fortes. C'est en Afrique du Sud, en Amérique du Sud et en Asie que les Français regrettent le plus, auraient le plus souhaité bénéficier d'aide. Et c'est en Amérique du Nord et en Europe qu'ils déclarent le moins désirer bénéficier de ce type d'aide, sans doute parce que les pays en avaient mis en place et dont ils ont pu bénéficier. Alors, est-ce que tout ça, finalement, ça va changer leur regard sur l'expatriation? Alors, certainement, ça va changer, même si on a vu qu'ils restaient très, très favorables à l'expatriation. Ils considèrent toujours que c'est un booster pour leur vie à la fois professionnelle et personnelle. Ils disent quand même que l'expatriation a été bien gérée par leur entreprise, à hauteur de 80%. Alors, l'expatriation est surtout pour eux une façon de découvrir une nouvelle culture, d'évoluer professionnellement, d'améliorer la qualité de la vie de famille et d'accroître leur capacité financière dans des proportions extrêmement élevées, de l'ordre de 70 à 90%. Et ils donnent des réponses nettement plus favorables et positives que celles des Français de métropole, notamment pour la qualité de la vie de famille. En revanche, c'est au niveau des études que les Français de métropole pensent que l'expatriation est un booster plus important que ce que pensent les répondants expatriés. Alors ça reste un modèle, les expatriés considèrent quand même à une large majorité que la crise aura des conséquences durables sur l'expatriation. Ils sont 78% à nous dire que la crise remet en cause les déplacements des personnes sur le long terme, à 77% qu'elle remet en cause la mondialisation et son modèle, et à 51% qu'elle remet en cause les projets d'expatriation. On peut noter que les Français de métropole pensent en revanche à 75% que la crise sanitaire remet en cause les projets d'expatriation. On peut noter également que les femmes sont plus critiques d'une façon générale, entre 7 et 12 points de plus, à considérer que la crise remet en cause l'expatriation que les hommes. Et alors, est-ce que au niveau de cette population qui vit à l'étranger, il y a une envie de revenir, il y a une envie de rentrer? Est-ce qu'ils veulent rentrer, ces Français? Alors, 33% nous disent qu'ils envisagent de se réinstaller en France. C'est en hausse de 6 points par rapport à l'année dernière. Donc, on peut penser que la crise sanitaire est passée par là. La proportion atteint 40% en Asie et en Afrique. Elle est plutôt inférieure à la moyenne en Europe. Alors, on peut penser que tout ça, ça a évidemment des conséquences sur le rayonnement de la France. Est-ce que cette étude nous dit quelque chose du rayonnement de la France et de la manière dont il est perçu? Oui, on les a interrogés sur ce qui contribue le plus au rayonnement de la France aux yeux des habitants des pays dans lesquels ils résident. Alors, sans surprise, plus des 3/4 nous disent que ce qui fait rayonner la France, ça reste la gastronomie et la culture.
Pour une moitié d'entre eux, ils nous disent que le système de protection sociale et la qualité de la vie sont des éléments majeurs du rayonnement de la France. On peut constater que c'est en Amérique du Nord que la gastronomie et la culture sont jugés les plus importants pour faire rayonner la France. Et qu'en ce qui concerne le système de protection sociale et la qualité de la vie, l'Europe nous donne des scores légèrement inférieurs à la moyenne, sans doute, parce que les pays européens offrent des modèles également assez satisfaisants de ce côté-là. Merci beaucoup. Pour finir, on les a interrogés également sur les secteurs économiques dans lesquels ils jugeaient que la France avait un leadership avéré. Alors, sans surprise, on trouve un podium qui met en avant les secteurs du vin, du luxe et du tourisme, où ils sont près de 75% à considérer que le leadership de la France est avéré. On peut remarquer que le nucléaire et la santé sont jugés pour un tiers d'entre eux comme des secteurs où la France a un leadership. Les écarts sont très forts entre les répondants expatriés et les répondants de métropole, de l'ordre de 10 à 25 points de plus. C'est-à-dire que la vision des expatriés sur la France, finalement, et sur ces secteurs économiques-là, est beaucoup plus positive vue de l'étranger. Donc, pas d'auto-dénigrement de la part des expatriés. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation et cet éclairage. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat, donc n'hésitez pas, ou par mail. Donc si je résume, on voit qu'il y a 3 grands axes qui se dessinent dans cette étude et que je vous propose de commenter ensemble dans la suite de la table ronde. Le premier, c'est la manière dont les Français expatriés ont vécu la crise. Comment ils l'ont perçue, quelles répercussions ça a eu concrètement sur leur situation économique et géographique, et comment ça a pu réveiller ou affecter leur lien à la France. La deuxième question, elle est un peu plus prospective, c'est de savoir si cette crise peut remettre en cause le ressort même de l'expatriation, soit à court terme, soit finalement dans la durée. Et puis le troisième axe, on vient d'en parler, c'est celui du rayonnement de la France, de savoir comment l'image de la France est perçue par les Français de l'étranger, et si la crise va changer la donne de ce point de vue-là. Donc, je vous propose qu'on commence par le ressenti des expatriés face à la crise, avec vous, Vincent. La Banque transatlantique, c'est la banque, certes, des Français de l'étranger, mais aussi des institutions, des écoles françaises sur place. Donc, d'après vos observations, vous qui êtes aux premières loges, comment est-ce que les Français ont fait face à la crise ? Nous, ce qu'on a observé, c'est que c'est une certaine quand même capacité de résilience de nos clients, relativement forte, qu'on peut peut-être expliquer, entre autres, par une certaine habitude des crises que les expatriés vivent régulièrement. Ce n'est pas la première fois, notamment en Asie, qu'ils vivaient une épidémie. Et puis, on peut penser que les expatriés ont un tempérament aussi plutôt optimiste et audacieux qui les rend propres à bien résister à une crise de cette nature. Je pense que les aspects les plus difficiles à vivre qu'ont rencontré nos clients, ça a été quand même la restriction des déplacements, et notamment évidemment les déplacements vers la France, surtout quand ils étaient loin de la mère patrie, et puis celle également qui concerne la vie sociale, puisque la vie sociale fait quand même partie sans doute de l'attrait de la vie expatriée et qu'elle a été extrêmement réduite dans pas mal d'endroits. On a constaté également que les indépendants et les expatriés en contrat local avaient quand même également vécu plus difficilement la crise. C'est plutôt chez eux que les baisses de revenus et les pertes d'emplois ont été constatées, en l'absence évidemment dans beaucoup de pays de filets de sécurité. Alors, les conséquences sont très variables d'une zone à l'autre. Globalement, néanmoins, assez peu d'entre eux sont rentrés en France. Merci Vincent. Albin, je me tourne vers vous. Votre entreprise Executive Relocations était et est toujours aux premières loges pour observer la crise et éventuellement ses conséquences pour les expatriés français. Est-ce que vous partagez ce constat du fait que le degré de difficulté ressenti est finalement assez corrélé à la zone géographique ? Oui, tout à fait. Executive Relocation fait partie du groupe Mobilitas, qui est une ETI internationale basée dans 97 pays.
Donc, non seulement par notre groupe, mais également par nos clients, puisqu'on accompagnait avant la crise à peu près 10 000 familles dans leur mobilité géographique. On s'est bien rendu compte qu'il y avait, en fonction des différents pays, en fonction des différentes sociétés également et des secteurs d'activité et d'économie, des disparités. Clairement, dans tout ce qui était pays d'Asie ou Amérique centrale et du Sud, il y a eu beaucoup de difficultés liées au confinement strict et on a été obligé de rapatrier, je dirais un peu à la hussarde en 3 semaines, les familles des expatriés avant finalement de rapatrier complètement leur société personnelle, puisque au bout de quelques mois, ils se sont bien rendus compte que la situation allait continuer à être difficile. Clairement, au niveau des secteurs d'activité, tout ce qui est automobile, par exemple, à rapatrier. C'était très compliqué de continuer à avoir des lignes de production ouvertes en Chine, par exemple, ou au Brésil. En revanche, quand on est dans le nucléaire, dans la recherche, dans les banques ou tout ce qui concerne l'alimentation, je dirais que là, ça a été un peu comme un long fleuve tranquille. Les expatriations ont continué, les retours d'expatriation ont continué, et il n'y a pas eu réellement de baisse significative à ce niveau-là. Donc, hors ces pays, Asie, Amérique centrale, il n'y a pas eu d'effondrement des départs vers l'étranger, ni un rapatriement massif. Par contre, c'est un peu différent pour tout ce qui concernait effectivement les entrepreneurs ou les personnes qui ne sont pas en contrat expatrié dans les différents pays. Eux sont clairement restés sur place en attendant de voir ce qui allait se mettre en place. Là où il y a clairement un blocage, c'était au niveau des VIE, puisque les entreprises de tous les secteurs ont bloqué l'envoi de ces jeunes à l'international, sûrement parce qu'il y avait une maturité moins forte à leur niveau et qu'ils avaient moins l'expérience de l'expatriation. Donc c'était quand même beaucoup plus complexe et risqué de les envoyer là-bas. Merci Albin. On va s'intéresser maintenant à la façon dont les entreprises elles-mêmes qui envoient des équipes à l'étranger ont pu gérer. Donc chez Mazars, Lucie, vous avez la charge de la mobilité des équipes justement. Comment est-ce que vous avez traversé cette période ? Est-ce que vous avez mis un terme au départ ? Est-ce que tout a été bloqué ou est-ce que vous avez continué à fonctionner normalement ? Alors, Mazars, pour resituer, déjà présent dans 90 pays de par le monde, donc en Europe bien sûr, mais aussi présent aux États-Unis, au Canada, à fort développement dans tout ce qui est Chine, Asie, et plus de 42 000 collaborateurs, donc une présence internationale forte et une dynamique de mobilité très importante. Donc, on a 2 programmes de mobilité. Le premier qui est un programme dit court, qu'on appelle MOVE, qui est un petit peu sur le concept d'un Erasmus, une personne qui part entre 2 et 6 mois à l'étranger, donc dans une logique de échange de bonnes pratiques, de rayonnement, de partage de compétences. On a un énorme succès de ce programme, beaucoup de candidatures pour pouvoir partir et on essaye de faire partir une vingtaine de personnes par an environ. Le deuxième programme qu'on a, c'est ce qu'on appelle le transfert, donc une personne qui va s'installer à long terme dans un autre bureau à l'étranger. Et là, il part sous contrat local. Et donc, on traite à peu près une 50aine de dossiers par an. Les principales destinations demandées étant les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Europe bien sûr aussi, mais également l'Asie et l'Afrique du Nord. Et donc, pour répondre à la question, oui, Mazars a été contraint d'interrompre le programme MOVE, puisque forcément, il y a eu fermeture des frontières et donc blocage des départs, sachant qu'on était vraiment dans la période des départs. Donc, il y a eu à gérer pas mal de frustration et de déception à des personnes qui avaient demandé à partir. Et surtout, d'autant plus qu'1 an après, ils n'ont toujours pas pu partir. Donc, ils sont bien sûr prioritaires pour pouvoir partir dès que possible. Donc, ces demandes sont maintenues et ces process sont maintenus. Donc, si je résume, en fait, chez vous, les gens ont toujours envie de partir. Ils sont un peu bloqués, mais en tout cas pour les programmes courts. Est-ce que vous avez encore quelques départs en mobilité longue ou est-ce que ça aussi, c'est bloqué ? Alors,
Oui, il y a encore quelques départs. C'est pas bloqué, c'est ralenti, bien sûr. Les demandes ont été un petit peu mises en stand-by, mais il y a encore quelques départs. Je vous donne un exemple. Là, j'ai 2 personnes qui sont parties en Afrique du Sud ces derniers mois. Donc, c'est encore possible. Ce n'est pas stoppé, mais on sent qu'il y a un ralentissement. Et à l'inverse, est-ce que vous avez eu à gérer des problématiques de personnes qui voulaient rentrer de toute urgence Est-ce que vous avez dû les aider? Est-ce que vous avez eu des demandes? Oui, on a eu des demandes. Alors, dans le cadre des programmes courts, des personnes qui devaient rentrer en France, le retour était prévu et se sont retrouvées bloquées lors du premier confinement. Notamment, je pense à 2 personnes qui ont été bloquées au Maroc, puisqu'il y a eu fermeture des frontières assez rigide à ce moment-là. Et donc, il a fallu en effet les accompagner dans leur démarche administrative pour pouvoir leur permettre de rentrer dans les meilleurs délais et puis mettre en place le télétravail, surtout pour qu'ils puissent rester en lien avec leurs équipes en France. Par contre, on n'a pas eu de demande de rapatriement sur les mobilités longues, puisque donc, les personnes sont implantées sous contrat local et n'ont pas souhaité rentrer. Merci Lucie. Alors globalement, en filigrane, dans cette étude, on a bien senti qu'il y avait l'expression d'un besoin de soutien de la part des Français de l'étranger. La question, c'est donc aussi de savoir si la France a été au rendez-vous de cette attente. Albin, quel regard est-ce que vous portez sur cette question? Oui, vous m'entendez? Oui. Donc effectivement, globalement, les expatriés ont été assez satisfaits de ce qui a été mis en place par la France. Il y a eu quelques énervements, je dirais, en fin d'année et en début d'année 2021 liés au blocage des frontières qui les a mis en colère puisqu'on les empêchait de rentrer hors motif impérieux. Donc il y a eu des recours en justice, en particulier via l'UEFE, qui ont donné d'ailleurs satisfaction. Mais je dirais qu'à part ces éléments-là, la plupart des aides du côté des entreprises ont été réalisées. Les sociétés qui étaient basées en France ont pu mettre en place soit des PGE, soit ce genre de dispositifs. Donc il n'y a pas eu trop de soucis. Là où effectivement il y a eu peut-être plus de difficultés, et c'était au niveau des EFE, les entreprises des Français de l'étranger. Ce sont des sociétés de droit étranger, donc ils n'ont pas de lien avec la France. Pas de production de richesse en France, ni d'emploi, ni de rentrée fiscale. Donc c'est vrai qu'eux n'avaient pas la possibilité de bénéficier de ce genre de dispositif. Donc il y a eu des discussions qui ont été réalisées au cas par cas. Et à l'issue de ces discussions, finalement, à la fois les chambres de commerce internationales et également les conseillers du commerce extérieur ont mis en place une structure qui s'appelle EFE International, qui justement va essayer d'aider ces entreprises des Français et des étrangers qui contribuent beaucoup au rayonnement de la France dans le monde, aussi bien en leur apportant effectivement de l'aide au niveau d'investisseurs, également des soutiens par rapport au niveau administratif, ou ne serait-ce que pour pouvoir bénéficier du dispositif de VIE qui est promu par Business France, pour lesquels pour l'instant les EFE n'avaient pas la possibilité d'y recourir. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place sur les derniers mois, justement pour pallier peut-être à ces difficultés qui ont pu être constatées pendant la pandémie. Très bien. Et vous, Vincent, est-ce que vous pensez que les autorités ont joué leur rôle? Parce qu'on voit qu'il y a quand même 56% des répondants qui estiment ne pas avoir eu suffisamment d'informations. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, cette attente vis-à-vis de la mère patrie? Alors, je crois que les attentes, effectivement, des expatriés sont assez élevées, sans doute en raison de la tradition avec laquelle la France, finalement, porte assistance aux Français expatriés. Et d'ailleurs, il leur accorde beaucoup d'intérêt. Il ne faut pas oublier qu'ils sont représentés au Parlement. Il y a des députés des Français de l'étranger, qui a un réseau d'enseignement scolaire qui est considérable. Donc les Français de l'étranger sont en général, attendent de la France effectivement qu'elle se préoccupe de leur sort. Bon, il ne faut pas oublier non plus que les pouvoirs publics ont eu à gérer quand même beaucoup de sujets, à commencer par les rapatriements. Tout le monde se souvient des images de Français rapatriés. Ils ont eu à gérer également la dématérialisation des procédures dans les consulats, les difficultés des établissements scolaires qui étaient fermés et qui étaient privés de ressources, et la baisse de revenus des Français expatriés. Enfin, ça fait beaucoup de sujets.
Il y a des solutions qui ont été proposées, comme par exemple le secours occasionnel solidaire, qui est une enveloppe pour les Français ayant perdu tout ou partie de leurs revenus. Il y a eu effectivement, comme vous l'avez dit, quand même des efforts de communication très significatifs à travers les réseaux sociaux notamment, et puis sur les sites des consulats, qui ont d'ailleurs été appréciés. 42% des expatriés que nous avons interrogés se disent satisfaits de l'information qu'ils ont reçue de ce côté-là. Voilà, je pense que si on faisait une étude comparative internationale, la France s'en tirerait sans doute pas mal. Et vous avez le même diagnostic pour ce qui concerne les entrepreneurs ? Eux aussi ont été beaucoup en demande d'aide. C'est un peu l'angle mort jusqu'à présent des expatriés, parce que c'est une catégorie qui s'est développée très rapidement depuis une dizaine d'années, qui commence à peser significativement. Mais qui développe et qui participe d'ailleurs très positivement au rayonnement et au développement de la France, à la fois par les importations, par le rayonnement des marques, etc. Donc il y a une préoccupation croissante, je pense, des pouvoirs publics et puis des grandes associations qui ont été évoquées, comme les conseils du commerce extérieur ou les chambres de commerce, pour essayer d'apporter des aides. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce sont des profils extrêmement variés, on trouve de tout parmi les entrepreneurs français à l'étranger, en termes de profil, en termes de situation également. Certains ont été dans des pays où ils ont pu bénéficier d'aides, d'autres beaucoup moins, et qu'il est quand même très difficile de mettre en place, d'imaginer des aides qui soient généralisées pour tous. Qu'il s'agit des prêts garantis par l'État, des reports d'échéance de crédit ou de charges. Voilà, ce n'est pas un système très facile, mais je pense que les principaux acteurs ont commencé à se mettre autour de la table pour essayer de trouver des solutions, et que ceci va progresser dans les prochaines années. Merci Vincent. Alors je vous propose maintenant qu'on aborde la seconde partie de cette table ronde qui tourne autour de l'avenir du modèle de l'expatriation. Alors évidemment, la crise est sévère. On se demande si ça va remettre en question d'abord l'envie des Français de partir à l'étranger. Et puis on se demande aussi si ça va changer les plans des entreprises qui, elles, avaient l'habitude d'envoyer des salariés, des équipes à l'étranger. Lucie, justement, vous qui organisez les départs pour le compte de Mazars, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a un risque qui pèse sur le modèle de l'expatriation tel qu'on l'a vécu jusqu'à aujourd'hui ? Et est-ce que vous-même, vous allez peut-être ralentir un peu cette mobilité internationale ? Alors, pour Mazars, la possibilité de mobilité internationale est un vrai levier de croissance. C'est vraiment ce qui nous permet d'accompagner le développement de nos talents. C'est aussi un outil de recrutement. Ça intéresse beaucoup et c'est très différenciant par rapport à nos principaux concurrents qui sont souvent perçus comme des groupes très internationaux, mais qui pour autant ont un programme de mobilité moins dynamique. Donc non, ça va rester un fort atout pour Mazars. D'accord. Mais est-ce que, au fond, si pour vous ça reste un atout, ça ne devient quand même pas plus risqué, plus coûteux finalement d'envoyer des salariés à l'étranger ? Est-ce que, en dehors de Mazars, vous pensez que le modèle tel qu'on a pu le connaître de la cage dorée de l'expatrié de grands groupes internationaux, ça va continuer à exister ou ça va changer ? Alors, pour Mazars, en tout cas, les risques sont très mesurés puisque les départs se font avec des contrats locaux. On n'est pas dans une logique d'expatriation avec un contrat d'expatriation. Pour la personne qui part, il y a aussi une certaine garantie de pouvoir retrouver un contrat français à son retour. Et l'important, c'est pour permettre à cette mobilité d'être un vrai succès, c'est de bien étudier avec le bureau d'accueil la viabilité économique de cet accueil. Il faut que le pays d'accueil attende la personne et que, bien sûr, l'accueil permette au pays de faire de la croissance. Donc, on n'est pas dans cette logique de contrat, cette cage dorée dont vous parlez. La prise de risque est très différente. Merci Lucie. Et est-ce que vous constatez que les pays d'accueil, parce que on sent bien que les gens veulent continuer à partir, mais vous disiez justement qu'il faut que les gens soient attendus. Est-ce que les Français sont toujours attendus aujourd'hui ? Est-ce qu'on attend de la mobilité ? Est-ce qu'on attend des salariés qui viennent de l'étranger ?
Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine frilosité des pays d'accueil, du fait notamment du manque de visibilité économique actuelle, qui peut entraîner une certaine réticence de certains pays qui peuvent percevoir la mobilité comme la personne va venir prendre la place d'un local, par exemple, des choses comme ça. Je vous donne des exemples. En ce moment, j'ai trois demandes de mobilité long terme. J'en ai une pour la Chine. Cette mobilité va probablement se faire, mais parce que la personne est ressortissante chinoise, elle est d'origine chinoise. J'ai une mobilité qui est demandée pour l'Espagne. L'Espagne n'a pas encore fait de retour parce que justement, en ce moment, très peu de visibilité long terme. Et une pour les États-Unis. Alors, les États-Unis un peu complexes, ils sont encore sur une visibilité court terme. Les frontières restent encore relativement fermées. Donc, la mobilité est en train d'être étudiée, mais pour l'instant, c'est compliqué de pouvoir se positionner. Donc, mais c'est la même chose aussi vers la France, si vous prenez à l'inverse. C'est vrai que les procédures administratives pour faire venir une personne en mobilité vers la France sont extrêmement longues, extrêmement complexes et se sont rallongées depuis la crise. Donc l'envie est toujours là. On sent que ça se raidit un peu au niveau administratif, que les choses sont un peu plus compliquées du point de vue des pays eux-mêmes. Est-ce que du point de vue des profils des gens qui veulent partir, vous constatez un changement? Est-ce qu'il y a toujours des familles, plutôt des personnes seules Alors, chez nous, il faut savoir, chez Mazars, la moyenne d'âge est de 35 ans. Donc, les personnes qui demandent à partir sont souvent des personnes jeunes. On retrouve deux catégories. La première catégorie de personnes qui demandent à partir demandent souvent un contrat court terme, un programme MOVE, pour pouvoir, entre guillemets, un petit peu tester la mobilité. Ce sont des personnes qui sont généralement assez jeunes, célibataires, et qui, du coup, ont toute l'attitude de partir pour quelques mois à l'étranger. C'est souvent la manière de mettre un premier pied dans l'expatriation. Et on les retrouve qui nous demandent derrière une mobilité plus long terme, puisqu'ils y ont pris goût. Et donc, du coup, nous font cette demande. Donc, il faut garder en tête que ce sont quand même, en effet, des personnes assez jeunes. Les demandes émises de la part de personnes qui ont une famille restent assez limitées chez nous. Et qu'est-ce que vous percevez de leur motivation ? Finalement, c'est quoi ce qui leur donne envie de partir pour un premier départ ? Clairement, c'est un booster de carrière. L'expatriation permet vraiment une prise de visibilité, de responsabilité, de maturité. Ils gagnent en compétences, que ce soit des compétences humaines, managériales, même des compétences commerciales. Ça leur permet vraiment de revenir avec un atout fort. Donc, on est plutôt sur une catégorie, souvent en tout cas, sur une catégorie de personnes qui part dans une logique de carrière plus que sur un projet de vie vraiment long terme. Très bien. Merci beaucoup. Vincent, à la Banque Transatlantique, vous connaissez bien les profils d'expatriés. Est-ce que vous pensez que cette envie d'expatriation, elle va se maintenir ? Est-ce que ça va reprendre comme avant dès que la crise sera passée ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont changer, soit dans le modèle, soit dans les profils, soit dans la manière dont on part ? Alors, ce qu'on a observé déjà, c'est que l'expatriation a beaucoup changé au cours du temps. L'expatriation, avant le Covid, déjà, ne se faisait plus comme elle se faisait il y a 10 ou 20 ans. On a vu se multiplier les expatriés en contrat local, comme ça a déjà été rappelé. On a vu aussi beaucoup se multiplier les départs spontanés. On s'est éloigné du cadre traditionnel des grandes entreprises françaises envoyant des cadres à l'étranger. Ce qu'on peut penser, c'est que l'expatriation va continuer, bien évidemment, dans les années futures, mais qu'elle sera peut-être, de la part des employeurs, plus individualisée, selon notamment les caractéristiques du pays dans lequel l'expatrié va se rendre, que ce soit son éloignement, son isolement, l'état de son système de santé ou de ses finances publiques, seront probablement... conduiront à la fois les employeurs et puis les expatriés
à choisir tantôt des expatriations individuelles, tantôt familiales, avec possibilité ou non de séjourner une partie de l'année, de revenir en France, d'y télétravailler. Je pense qu'on va assister à une plus grande différenciation des politiques d'expatriation en fonction des pays. Et puis en fonction également, comme ça a été rappelé d'ailleurs, des politiques d'immigration des pays, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays sont fermés à l'immigration et ne donnent pas de visa de travail. Voilà. Et puis dernier point, peut-être, c'est on peut s'attendre quand même à une prise en compte beaucoup plus grande de la part des employeurs et des expatriés, des considérations sanitaires et donc du coût de la protection médicale et de la prise en compte donc du risque sanitaire. Très bien. Qui sont parfois des considérations un peu sous-estimées, qui avaient été sous-estimées jusqu'à présent. Donc plutôt un sujet de gestion du risque qui va être appréhendé différemment. On en avait moins conscience avant et aujourd'hui on partira moins léger. Et vous-même, au sein de la Banque Transatlantique, quelles sont vos pratiques en matière d'expatriation ? Parce que finalement, toutes les entreprises se sont mises au télétravail, un peu à marche forcée. Peu ou prou, on s'est rendu compte que ça marchait plus ou moins bien selon les cas. Est-ce que ça ne devient pas plus facile finalement de tout gérer à distance et puis moins cher et moins risqué ? Est-ce que vous allez réduire ce volant d'expatriés ? Alors nous, à ce stade, non, nous n'avons pas du tout l'intention de modifier notre modèle, qui est, pour ce qui concerne le service aux expatriés, est un modèle qui repose sur l'implantation dans les principales communautés françaises de l'étranger d'équipes françaises qui partagent la vie des expatriés, donc qui vivent la même vie qu'eux, qui sont soumis aux mêmes contraintes d'éloignement, de fiscalité, de géopolitique, etc. Donc, c'est important. Nous croyons aux effets bénéfiques de la proximité de nos équipes avec les expatriés qui sont notre clientèle. Et nous croyons aux effets bénéfiques de cette proximité pour nous développer et pour offrir des services de qualité. Donc, de ce point de vue-là, on ne va pas changer de modèle, d'autant plus que dans notre métier, qui est un métier extrêmement régulé, où la réglementation est très forte, il est en général impossible, d'un point de vue réglementaire, de se développer sur un marché étranger sans être physiquement présent sur ce marché, sans bénéficier d'une licence accordée par des autorités de tutelle qui, en général, ne sont données qu'à des établissements physiquement présents sur place. Merci Vincent. Donc on comprend bien que pour le secteur de la banque, en tout cas, ça reste très important d'avoir des expatriés, des personnes sur place. Albin, je me tourne vers vous. Est-ce que vous qui avez la vision sur tout un tas de secteurs d'activités différents, est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises vont continuer à prendre ce risque d'envoyer des gens et même des familles entières à l'étranger ? Est-ce que c'est pas trop cher ? Et puis, est-ce que vous sentez une réticence à partir ? Alors, au niveau de l'envie, clairement, elle est toujours là, en particulier pour les jeunes. Si on prend sur les dernières années le nombre de candidatures sur le site Business France pour les VIE, on est à peu près à 50 000 candidatures par an. Et là, l'année dernière, on a été à plus de 80 000. Donc, clairement, les jeunes veulent partir à l'international. Ils ont des envies de conquête. Et donc ça, c'est très clairement toujours visible au jour d'aujourd'hui. Après, les entreprises, ça va dépendre aussi, là encore, des pays. On l'a bien évoqué précédemment. Les règles d'immigration sont de plus en plus compliquées. La manière dont la crise a été gérée et dans certains pays rebute certains cadres à partir là-bas. Mais globalement, les cadres veulent continuer à s'expatrier. Peut-être moins en famille, puisque bien entendu maintenant on s'est bien rendu compte que le système de santé en France est quand même pas si mal que ça par rapport à d'autres pays, donc on veut éviter de s'éloigner trop de sa famille et de ses parents. Il y a un certain nombre de sociétés qui n'envoient plus du tout de familles à l'étranger, uniquement des célibataires géographiques, parfois sur des programmes plus courts, uniquement 6 mois avec un retour et après un réenvoi au bout de quelques mois. Il y a clairement un principe de précaution qui est en train de se mettre en place au niveau des responsabilités des entreprises, parce que la responsabilité est clairement lourde. Après, au niveau des expatriés, il y aura toujours nécessité pour certaines fonctions
ou ne serait-ce que pour former des équipes sur place, de continuer à envoyer des expatriés. Au niveau de la tendance à venir, je dirais qu'il faut peut-être attendre un peu plus, déjà que les campagnes de vaccination un peu partout se mettent en place, pour qu'on puisse voir si réellement les tendances qu'on voit actuellement vont continuer, ou s'il faudra encore attendre après un an ou 2 ans pour voir vraiment ce qui va se passer. Ouais. Et concrètement, est-ce que ça a un impact sur votre business model, ce ralentissement ou cette hésitation ou cette absence de visibilité sur ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent ? Alors clairement, le groupe Mobilitas déjà avait commencé à s'intéresser à ce sujet-là depuis de nombreuses années et avait investi beaucoup maintenant dans l'archivage numérique, en plus du déménagement, de l'accompagnement à la mobilité des salariés. Clairement, pour nous, en ce qui nous concerne, on se rend compte que les sociétés sont de plus en plus en train de réfléchir à de nouvelles formes d'accompagnement des salariés en expatriation, avec la mise en place, par exemple, d'un montant financier qu'on pourrait appeler package mobilité au niveau des salariés, pour qu'ils se responsabilisent un peu plus et qu'ils fassent avec cette prime mobilité ce qu'ils veulent. S'ils veulent plus sécuriser un logement, plus investir dans une école bien spécifique pour leurs enfants. Mais les entreprises se sont quand même rendues compte qu'en fonctionnant avec ce genre de système, on risquait de perdre un peu le contact avec les expatriés et de moins maîtriser toute la partie hébergement, conditions de sécurité. Donc voilà, il va y avoir sûrement dans les mois et les années à venir un mélange qui va être fait à ce niveau-là pour pouvoir proposer la meilleure des solutions. Après, au niveau effectivement des coûts de ces expatriations, ne serait-ce qu'au niveau du déménagement, avec la baisse du transport aérien, le manque d'avions et donc de place pour envoyer en aérien des effets personnels. On a une inflation des coûts. Maritime, il va y avoir effectivement une inflation des coûts dans les mois et les années à venir. Merci Albin. Alors, je voudrais dans le temps qui nous reste, qu'on puisse aborder le 3e axe de cet observatoire, à savoir la perception du rayonnement de la France dans le monde. Puisque finalement, les Français de l'étranger nous tendent une sorte de miroir à nous, Français de métropole. Alors, pour les Français, on dit toujours que les Français sont arrogants ou qu'ils s'autodéprécient, et les deux sont peut-être vrais. Vous, Vincent, qu'est-ce que vous retenez de la perception des expatriés de ce rayonnement de la France et de l'état de notre leadership économique dans le monde ? Ce que je retiens, c'est que la perception des expatriés, pour l'instant, reste assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la vision d'une France dont le leadership se situe dans ces secteurs traditionnels de gastronomie, culture, qualité de vie. On aurait peut-être aimé, par exemple, apprendre que la France avait profité de la crise pour faire rayonner sa recherche en santé, par exemple, ou son système de santé publique. Bien que certains des grands laboratoires qui aujourd'hui produisent les vaccins soient dirigés par des Français, ça ne semble pas encore être le cas. Mais peut-être que la pandémie va bousculer les critères traditionnels de comparaison entre pays et que les aspects liés à la gestion de crise, notamment de crise sanitaire, vont devenir plus importants. Je pense qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour tirer le bilan de la crise sanitaire au niveau de la comparaison des pays dans le monde, mais il faudra faire ça sans doute quand la crise sera derrière nous. Est-ce que vous avez le sentiment que les talents français comptent encore, qu'on continue à se les arracher, que ce sont des valeurs sûres ? Est-ce qu'on a encore cette image-là ? Oui, je pense que les talents français s'exportent très bien dans tous les secteurs et que ça va continuer. On va continuer de voir des Français occuper des postes à haute responsabilité dans des entreprises locales partout dans le monde, dans des organisations locales. On voit aussi se développer des entrepreneurs à succès. Ça devient aussi un élément très intéressant à suivre, des réussites entrepreneuriales à l'étranger, notamment en Asie et puis en Amérique du Nord, je pense. Voilà, on manque peut-être de personnalités dont le rayonnement soit planétaire, en revanche. Voilà, c'est peut-être ce qui manque à la France pour que son rayonnement s'en trouve accru. Merci Vincent. Alors, Lucie, je me tourne vers vous. Sur le même sujet, Mazars est souvent perçu comme le 5e Big Four tricolore.
Est-ce que vous sentez que vous avez une identité française? Est-ce que vous portez est-ce que vous vendez la France à l'étranger? Alors, en fait, Mazars, chaque pays est très autonome à tout point de vue. Ils ont besoin d'être vraiment très implantés en local. Donc, les salariés se sentent plus membres d'un groupe international que d'un groupe français en tant que tel. Mais est-ce que néanmoins le succès international de Mazars, d'une certaine manière, est-ce que ça participe au rayonnement de la France ou c'est totalement étranger Alors oui, on constate que pour certains grands groupes français, par exemple, qui ont des filiales à l'étranger, elles ont plus tendance à faire appel à Mazars parce que c'est français quelque part. Je pense que ça crée une connexion, ça rassure. Donc oui, il arrive en effet qu'on puisse accompagner ces grands groupes. Et puis c'est un cercle vertueux, puisque c'est vertueux que de créer ensemble vraiment cette synergie, cet écosystème de valeurs et puis c'est ce partenariat basé sur la nationalité. Merci Lucie. Albin, vous confirmez, comment vous concluriez ce sujet sur le rayonnement de la France à l'étranger? Qu'est-ce que vous en percevez? Alors clairement, plus il y aura d'expatriés français ou d'entrepreneurs français à l'étranger, plus ça contribuera au rayonnement de la France, à la diffusion de sa langue et de sa culture également dans le monde. Je dirais que les expatriés français et les entrepreneurs français à l'étranger sont clairement le fer de lance du commerce extérieur français. C'est avec eux que la France peut garder et même renforcer son image à l'étranger. Donc ce ne peut être que positif. Merci Albin. Alors on approche de la fin du temps qui nous est imparti, donc n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles on répondra avec plaisir après. Peut-être, Vincent, je me tourne vers vous pour une dernière, peut-être pour un mot de conclusion sur l'ensemble de cette table ronde et des résultats de cet observatoire. Qu'est-ce que vous avez envie d'en conclure, d'en retenir ? La première chose, c'est que les expatriés ne sont pas des privilégiés qui seraient immunisés contre les difficultés. On le savait, mais je pense qu'il est toujours bon de le répéter. Ça, c'est peut-être la première conclusion. La deuxième, c'est que l'expatriation garde de nombreux attraits, je pense, pour ceux qui la vivent, et que dans ce sens-là, elle a de l'avenir, même si probablement elle ne se fera plus exactement comme avant. Et puis je crois que, troisième conclusion peut-être également, c'est que les expatriés sont un bon aiguillon pour nous Français de France, pour nous aider à nous regarder, à la fois sans complaisance, mais aussi sans mésestime de soi. On a vu qu'ils étaient peut-être un petit peu plus positifs sur la France que le regard que nous portons nous-mêmes. Et puis qu'ainsi, ils peuvent ainsi nous aider à élargir notre leadership et bien évidemment à accroître l'attractivité de notre pays. Merci Vincent pour cette conclusion. Merci à tous nos intervenants pour leurs analyses. On va dire au revoir à Frédéric Michaud qui doit nous quitter. Donc merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour une prochaine édition. Et puis je vous propose qu'on entame notre session de questions-réponses. Donc il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées dans la partie chat. Alors une première question notamment qui est une question pour Mazars. Donc pensez-vous poursuivre vos expatriations longues au même rythme, notamment compte tenu des nouvelles habitudes de travail à distance? Lucie. Alors, oui. Alors, pour information, le télétravail était déjà bien implanté chez Mazars, donc il a été, on a mis un coup d'accélérateur, mais c'était déjà une pratique courante et qui ne remettra pas en cause notre souhait de booster vraiment de notre démarche de mobilité, parce que comme je vous l'expliquais, la mobilité chez Mazars est un avantage employeur qui est important. On sait que les personnes qui nous rejoignent sont très intéressées par nos programmes de mobilité. On démontre d'ailleurs le nombre de candidatures qu'on reçoit pour les mobilités, que ce soit court terme ou long terme. Et puis, c'est également un booster qui est important. C'est important de pouvoir aller partager les bonnes pratiques, que ce soit les bonnes pratiques de la France vers l'étranger ou ramener les pratiques de l'étranger vers la France. On sait très bien que les personnes qui reviennent
après un passage à l'étranger reviennent grandis de cette expérience-là. Donc non, pour nous, l'objectif est de continuer à booster nos programmes de mobilité, que ce soit à court terme ou à long terme. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question sur les chiffres cette fois. Alors, on a évoqué tout à l'heure le passage de 50 000 candidatures à l'expatriation à 80 000 en 2020. Je pense qu'on parlait des candidatures VIE. Albin, il me semble que c'est vous qui avez évoqué ces chiffres. Oui, tout à fait. Tous les ans, sur le site de Business France, vous avez un certain nombre de sociétés qui postent des demandes pour des VIE. Et parallèlement à ça, vous avez des candidatures libres, effectivement, de potentiels VIE qui souhaitent partir dans le cadre de ce volontariat. Et il y a eu pratiquement une augmentation de 30% par rapport aux années précédentes. On était grosso modo sur une moyenne de 50 000. Là, en 2020, on est à plus de 80 000 et on continue sur une lancée importante pour 2021. Merci Albin pour ces précisions. Alors une nouvelle question qui porte sur les jeunes expatriés et la manière dont ils formulent leur motivation. Avec leurs mots à eux, de quoi ils ont envie, qu'est-ce qu'ils vont chercher. Alors on parlait tout à l'heure du fait que c'est un booster de carrière. Est-ce que c'est la seule motivation? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je vous apporte quelques éléments de réponse de mon côté. Oui, souvent, ils parlent en effet de pouvoir... on avait cette logique de partage de bonnes pratiques. Ils ont l'envie d'aller voir comment ça se passe, tout simplement, dans un bureau autre qu'un bureau français. Ils ont envie aussi généralement d'améliorer leurs compétences linguistiques. Donc que ce soit l'anglais ou autre quand ils ont d'autres compétences. Et puis le troisième point, de temps à autre également, on a des jeunes qui nous disent voilà, je veux partir aussi pour suivre mon conjoint qui a eu une opportunité via autre chose, donc soit parce que c'est encore un étudiant et qu'il va en Erasmus ou etc. Donc ça peut être aussi un critère. Albin, Vincent, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être sur ce sujet de ce que vont chercher les jeunes qui partent? Quel est le rêve qu'ils poursuivent? Alors, je pense que Lucie a bien mis en avant les points majeurs. Je dirais aussi qu'à leur niveau, ils cherchent un carcan moins important à l'étranger, avec plus de responsabilités malgré leur jeunesse, qu'ils ont un peu plus de difficultés à avoir en France. Donc oui, clairement, ils ont envie de montrer leurs preuves et ils pensent qu'à l'étranger, ça sera plus simple qu'en France, par exemple. Merci. Alors, une autre question qui porte sur les refus d'expatriation. Donc, peut-être à nouveau plutôt pour Lucie. Est-ce que vous avez des situations de gens qui ne veulent plus partir, qui ont refusé une expatriation, qu'on leur a proposée? Alors, chez nous, c'est un peu à l'inverse, en fait, que ça se passe. On ne propose pas l'expatriation en tant que telle, c'est la personne qui va nous demander l'expatriation. Et que du coup, on va pouvoir accompagner pour lui permettre d'avoir cette expatriation. Donc, non, on n'a pas eu le cas de refus d'expatriation. C'est généralement les personnes qui nous sollicitent pour l'avoir. Très bien. Merci Lucie. Et alors peut-être une dernière question, peut-être pour Vincent, qui porte sur le fait que donc l'épargne financière est en hausse, il y a une ruée vers les résidences secondaires en France. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate aussi pour les Français expatriés? Est-ce qu'il y a des sujets de patrimoine voilà, dans ces réflexions autour de l'expatriation et de la crise? Alors bien sûr, les questions patrimoniales sont très importantes dans une expatriation. C'est tout un nouveau monde sur le plan des relations bancaires qu'on entretient, des opportunités d'investissement, de l'entretien des liens et de la gestion d'un patrimoine en France, par exemple. La fiscalité, bien évidemment, est très différente également, donc tout est complètement bouleversé.
Alors, c'est vrai, en général, là, avec la crise que nous avons connue, il était vraiment particulièrement important pour les expatriés d'être très attentifs à la situation des pays dans lesquels ils ont logé leurs avoirs. C'est souvent à l'étranger, l'expatriation est souvent une occasion d'entretenir des relations bancaires avec des banques du pays dans lequel on se trouve. Parfois, quand on bouge d'un pays à l'autre, on laisse des comptes à peu près partout où on est passé. Et l'année dernière était une année quand même assez dangereuse de ce point de vue-là, notamment dans les pays émergents. On a vu une forme d'effondrement des grands pays émergents dont les devises, où la situation économique s'est beaucoup dégradée. Donc il fallait sans doute être très attentif, très vigilant sur les lieux de dépôt, les lieux dans lesquels, les juridictions, les banques dans lesquelles on dépose ses avoirs quand on est expatrié. Il fallait aussi sans doute suivre plus qu'à l'accoutumée ces investissements financiers, puisque les bourses ont réagi de façon extrêmement violente à la crise du Covid. On a eu des secteurs qui se sont très bien comportés en bourse, pendant que d'autres évoluaient très négativement. Donc, une bonne proximité avec sa banque pour savoir exactement comment réagir, comment, le cas échéant, arbitrer ses placements était important. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, l'immobilier est devenu un peu une valeur refuge aussi. Les expatriés sont très friands d'immobilier français, que ce soit de résidences secondaires ou de pied-à-terre pour les retours en France. Et donc, il faut aussi trouver des conditions de financement et pouvoir y accéder, ce qui n'est pas toujours très simple pour les expatriés. Merci Vincent. Alors je crois que ça va être le mot de la fin, puisque nous sommes arrivés au terme de notre temps aujourd'hui. Je voudrais tous vous remercier de vous être connectés et d'avoir suivi cette table ronde avec nous. Je voudrais remercier tous nos intervenants de leur présence en visio aujourd'hui. Nous allons évidemment vous envoyer tout de suite le communiqué de presse avec le lien vers l'infographie qui présente les résultats. Sachez aussi que cette conférence sera évidemment disponible en replay. Et nous restons évidemment à votre entière disposition pour poursuivre les échanges avec l'ensemble des intervenants. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de l'Observatoire de l'expatriation l'année prochaine. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.